Chers étudiants, bonjour dans notre 10e et dernier cours dans la matière comptabilité pour les managers. Alors, nous aborderons dans ce cours le 9e chapitre, analyse des états financiers. L'analyse des états financiers est un processus crucial pour évaluer la santé financière d'une entreprise. Elle utilise divers outils et techniques pour examiner les documents financiers tels que le bilan, le compte de résultat, etc. Donc, deux approches principales sont utilisées. L'analyse horizontale qui compare les données financières pour différentes périodes et l'analyse verticale qui examine les états financiers d'une période spécifique. Les ratios financiers jouent un rôle clé dans cette analyse. Ils incluent les ratios de liquidité, comme le ratio de liquidité générale, qui mesure la capacité de l'entreprise à payer ses dettes à court terme. On a aussi les ratios de solvabilité, comme le ratio dette et fonds propres, qui évalue la capacité à long terme de l'entreprise à répondre à ses obligations financières. Et aussi, on trouve les ratios de rentabilité comme la marge nette qui montre comment l'entreprise génère des bénéfices. L'analyse du flux de trésorerie est également importante. Elle permet de comprendre comment l'entreprise génère et utilise son argent, offrant un aperçu de sa capacité à générer de la trésorerie. Enfin, l'analyse des tendances et de la performance aide à identifier le modèle de croissance ou de déclin sur plusieurs périodes, fournissant des insights sur la performance future de l'entreprise. Alors, dans ce cours et ce chapitre, nous aborderons en détail trois éléments essentiels qui sont l'analyse horizontale, on va voir l'analyse verticale et aussi on va voir les différents ratios financiers pour analyser et évaluer les états et la santé financière de l'entreprise. Alors commençons ce cours, c'est quelles sont les méthodes d'analyse financière les plus courantes. Donc, comme je viens de mentionner dans l'introduction de ce chapitre, il existe trois façons d'analyser les états financiers. On a l'analyse horizontale qui fournit une comparaison année par année de la performance de l'entreprise sur différentes périodes. Et on a aussi l'analyse verticale, offre un moyen d'évaluer la taille relative de chaque élément dans les états financiers, que ce soit dans le bilan ou bien dans le compte de résultat. Donc ça nous permet également de comparer aussi des entreprises de taille différente, d'une entreprise à une autre. Il y a la troisième façon d'analyser les états financiers, on a l'analyse des ratios, qui fournit un moyen d'évaluer la relation entre les composantes clés des états financiers. Ici, il faut retenir que évaluer la performance d'une entreprise est difficile sans une certaine forme de point de comparaison. Par conséquent, les gestionnaires comparent généralement la performance financière au fil du temps, par rapport bien sûr à d'autres entreprises ou par rapport aux moyens de l'industrie. Alors, pour utiliser ces outils, les outils d'analyse financière, nous devons commencer avec un exemple des états financiers d'une entreprise. Donc, le tableau devant vous présente le compte de résultat de l'entreprise pour l'année 2013 et 2014. Donc, le compte de résultat inclut toujours les revenus de vente
qui est le chiffre d'affaires, moins les coûts des marchandises vendues, et on trouve ici, c'est la marge brute, on appelle ça aussi le bénéfice brut, moins les charges opérationnelles ou bien les charges d'exploitation, et on trouve les résultats d'exploitation ou bien le résultat opérationnel. Et puis aussi, on fait la soustraction des charges et d'intérêts et aussi les amortissements pour trouver un autre résultat, c'est le résultat avant les impôts et le revenu, sur le revenu. Et enfin, bien sûr, on fait la soustraction sur les impôts, sur le revenu, et donc on trouve le résultat net. C'est ça généralement le compte de résultat qui comporte bien sûr la partie produit qui est la vente des marchandises et la partie charge qui sont les différentes charges d'exploitation ou bien les charges relatives aux impôts et les charges d'intérêt. Alors aussi là, on a le bilan, donc ce tableau présente le bilan de l'entreprise ou bien dans notre exemple de l'entreprise pour l'année 2013 et 2014. Pour le bilan, on trouve toujours, qu'est-ce que ça veut dire un bilan? Un bilan, c'est l'image d'une entreprise qui comporte deux éléments essentiels qui sont les actifs et les passifs. Et comme vous voyez ici dans le bilan, le total des actifs doit être égal au total de passifs, qui est dans le cas de 2014, c'est 787 000, que ce soit pour les actifs et pour les passifs. Donc dans cet exemple, ce sont deux exemples qu'on va travailler durant tout ce cours pour montrer comment faire l'analyse des états financiers. Commençons maintenant par l'analyse horizontale. Beaucoup de décisions dépendent de savoir si les ventes, les dépenses et le revenu net sont en augmentation ou bien en diminution. Les ventes et les autres revenus ont-ils augmenté par rapport à l'année dernière? De combien? Les ventes peuvent avoir augmenté de 20 000 $, mais considéré isolément, ce fait n'est pas très utile. Le pourcentage de changement dans les ventes au fil du temps est plus utile. Il est préférable de savoir que les ventes ont augmenté de 20% que de savoir qu'elles ont augmenté de 20 000 €. Ici, l'étude de changement en pourcentage dans les états comparatifs est appelée l'analyse horizontale. Le calcul d'un changement en pourcentage dans des états comparatifs nécessite deux étapes. La première étape, c'est de calculer le montant en unités monétaires ou bien en dollars du changement de la période antérieure à la période ultérieure. La deuxième étape, c'est de diviser le montant du changement par le montant de la période antérieure. Nous appelons la période antérieure ou bien la période de base. Donc, illustrons ça avec le revenu de vente dans notre exemple qui est présenté donc, dans le compte, le compte de résultat. Et ça, on trouve l'étape A, c'est calculer le montant de changement de revenu de vente qui est le chiffre d'affaires de 2013 à 2014. Donc en 2013, on trouve que le chiffre d'affaires ou bien le revenu de vente, c'est 858 000 moins 803 000 pour l'année 2013 et on trouve donc 55 000 $. Ça, c'est le changement, ou bien l'écart qui de chiffre d'affaires entre 2013 et 2014. La deuxième étape, c'est diviser le montant en dollars du changement par le montant de la période de base pour calculer le pourcentage du changement
pour la période. Ici, le pourcentage de changement est égal sur le montant de changement divisé par le montant de la période de base. Donc ici, on trouve que le pourcentage de changement est égal à 55 000 divisé par 803 000 qui est la base c'est le chiffre d'affaires de l'année de 2013. Et on trouve ça, donc il y a une augmentation de 6,8. Donc ici, nous voyons que le revenu des ventes de l'entreprise a augmenté de 55 000 ou de 6,8 par rapport à l'année précédente, ou bien l'année 2013. Alors, on applique cette relation sur tout l'état financier de l'entreprise. Et donc ici, dans le tableau, ça présente une analyse horizontale complète du compte de résultat dans notre exemple. Donc l'analyse horizontale montre que les ventes ont augmenté de 6,8%, tandis que le coût de marchandises vendues a augmenté de 0,8%. Donc, on peut dire que l'entreprise a été capable d'augmenter ses prix, de trouver des fournisseurs moins chers ou de vendre des produits avec de meilleures marges. En conséquence, le produit brut était d'environ 17%, c'est-à-dire 17,3% dans notre cas, plus élevé que l'année précédente, bien l'année 2013. Ces facteurs ont contribué à augmenter le revenu opérationnel de 77%, 77,2%, c'est l'année 2013. L'intérêt net a augmenté aussi de 48, l'intérêt net s'est augmenté de 42,9%, résultant d'une combinaison d'une augmentation de revenus opérationnels et d'une possible amélioration du bilan comparatif de l'entreprise, peut être combinée à une augmentation des charges d'intérêt. Le résultat net était une augmentation de 84% du résultat net par rapport à l'année précédente. Et donc aussi, on fait la même chose pour le bilan. Donc le tableau devant vous montre le bilan comparatif de l'entreprise sujet dans notre exemple. Donc ce tableau, bien ce bilan-là, compare les états financiers de l'entreprise pour l'année qui se termine le 31 décembre de l'année 2014 et de 2013. Il montre les actifs et les passifs et les capitaux propres de l'entreprise ainsi que les changements et le pourcentage d'augmentation ou de diminution d'une année à l'autre. L'analyse horizontale du bilan révèle que les capitaux propres de l'entreprise ont augmenté de manière substantielle de 22%. Cette augmentation substantielle pourrait refléter les résultats solides de l'entreprise. La société a également pris de nouvelles dettes à court terme, à long terme, qui ont peut-être servi à financer les importantes additions à la propriété, aux installations et équipements et l'augmentation des actifs non courants qui se sont produits au cours de l'année. Abordons maintenant sur les pourcentages et les tendances. Les pourcentages de tendance sont une forme d'analyse horizontale. Les tendances indiquent la direction que l'entreprise prend sur une période de temps comme 3, 5 ou 10 ans. Par exemple, dans le tableau précédent, le tableau comparatif de compte de résultats, nous voyons que la part de marché de l'entreprise a augmenté de manière impressionnante, c'est de 48% sur les années antérieures. A-t-on vu une croissance similaire chez d'autres entreprises du secteur? Les investisseurs aiment voir que les entreprises
affiche une croissance régulière et importante sur une période d'un autre. Les fluctuations dans les tendances ne sont pas communes. Ici, le pourcentage de tendances sont calculés en sélectionnant une année de base. Les montants de l'année de base sont définis à 100% et les montants de chaque année suivante sont exprimés en pourcentage de cette base pour convertir les pourcentages de tendance en montants en dollars pour les années suivantes, diviser chaque pourcentage par 100. Par exemple, on a ce tableau qui indique les ventes de l'entreprise et le pourcentage de tendance de l'année 2009 jusqu'à l'année 2014. L'année 2009 est sélectionnée comme année de base, donc le pourcentage de cette année est fixé à 100%. Les années suivantes montrent une augmentation des ventes avec le pourcentage correspondant. Par exemple, les ventes en 2014 étaient de 858 000 dollars, ce qui représente une tendance à la hausse de 143% par rapport à l'année de base. On peut dire que les ventes ont augmenté à un rythme relativement lent en 2013, c'est l'année avant 2014, et que l'entreprise connaît une croissance soit par l'extension des ventes dans les magasins existants, soit par l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes ont augmenté chaque année. Le taux d'augmentation a été plus large dans les années récentes. Deuxièmement, l'analyse verticale. Comme nous l'avons vu, l'analyse horizontale et les pourcentages de tendance mettent en évidence les changements d'un élément au fil du temps. Mais aucune technique seule nous fournit une image complète d'une entreprise. Nous avons donc également besoin de l'analyse verticale. L'analyse verticale d'un état financier montre la relation de chaque élément à un montant de base, qui est la figure à 100%. Chaque autre élément dans l'état est alors rapporté en tant que pourcentage de cet élément. Lors de l'analyse verticale d'un compte de résultat, les revenus de vente sont généralement considérés comme la base, qui est généralement à 100%. Donc la relation ou bien l'équation est comme suivant. Donc le pourcentage d'analyse verticale pour le compte de résultat est égal, c'est chaque élément dans le compte de résultat divisé par le revenu de vente bien par le chiffre d'affaires. Comme un exemple, donc le tableau devant nous montre l'analyse verticale du compte de résultat de 2014 de l'entreprise dans notre exemple. Donc l'analyse verticale montre que le profit brut, bien la marge brute de l'entreprise représente 40%, c'est 40,2% du revenu de vente. Les dépenses opérationnelles utilisent 28% de chaque dollar vendu, tandis que les impôts sur le revenu et les intérêts consomment un autre 6%. En conséquence, toutes ces dépenses, seuls 5,6% de chaque dollar vendu devient du résultat net, c'est-à-dire un peu moins de 0,06 dollars de chaque dollar vendu. Et de même manière aussi, on fait l'analyse pour le bilan. Donc, le bilan présenté pour l'année ici 2014 montre que les actifs courants représentent un tiers des actifs totaux. Et ça principalement dû au compte client et à l'inventaire. La majorité des actifs est constituée d'actifs à long terme, principalement des propriétés,
usines et équipements nets. Les passifs courants forment 18% des passifs totaux avec les comptes fournisseurs comme principal poste ou bien principal élément. Les passifs à long terme forment plus d'un tiers des passifs. Les capitaux propres ici sont presque la moitié du total des passifs et capitaux propres avec une grande part d'actions ordinaires et de bénéfices non distribués. Le bilan est équilibré avec un total de 785 000 indique une structure financière solide. Un autre élément ici est de comparer une entreprise à une autre. Comment comparer une entreprise à une autre? L'analyse horizontale et verticale fournit beaucoup de données utiles sur une entreprise. Cependant, ces méthodes ne permettent pas de comparer de manière équitable une entreprise à une autre ou en moyenne de l'industrie. Pour comparer les entreprises, quelle que soit leur taille, nous pouvons utiliser un état commun de taille. Un état de taille commun rapporte uniquement des pourcentages, les mêmes pourcentages qui apparaissent dans un état vertical, en utilisant seulement les pourcentages plutôt que des montants en dollars. Nous sommes donc en mesure de comparer les entreprises de tailles différentes. Par exemple, dans ce tableau, nous comparons deux entreprises, l'entreprise A et l'entreprise B. Donc le tableau devant nous, c'est un compte de résultats pour deux entreprises A et B. Donc, le tableau montre que l'entreprise A est en fait plus rentable que sur chaque dollar de revenu de vente 5,6% que l'entreprise B, donc qui est le bénéfice net de 4,1%. Le profit brut de l'entreprise A, c'est 40,2% et à peu près 10 points de pourcentage plus élevé que celui de l'entreprise B, qui est de 30,6%. Mais ses dépenses opérationnelles, 28,4%, sont moins élevées que celles de l'entreprise B, 32,3%. De même, les dépenses d'intérêt et les impôts représentent un pourcentage plus faible des revenus de vente de l'entreprise A par rapport à l'entreprise B. Par conséquent, bien que le coût des marchandises vendues soit un pourcentage drastiquement plus élevé pour l'entreprise A que pour l'entreprise B, la ligne du résultat net est considérablement plus élevée pour l'entreprise A. Passons maintenant à la question: quels sont les ratios financiers? Donc, nous discuterons maintenant de nombreux ratios financiers que les dirigeants, les investisseurs et les créanciers utilisent lors de l'analyse des états financiers d'une entreprise. La plupart des entreprises, plutôt la plupart des informations nécessaires pour ces ratios peuvent être trouvées dans les états financiers de l'entreprise, comme le compte de résultat, le bilan, le tableau de flux de trésorerie, etc. Alors, les ratios que nous discuterons dans ce cours peuvent être classifiés comme suit. Premièrement, comment mesurer la capacité à payer les passifs courants? Comment mesurer la capacité à vendre l'inventaire et à recouvrir les créances? Comment mesurer la capacité à payer la dette à long terme? Comment mesurer la rentabilité et la profitabilité? Et dernièrement, comment analyser les investissements en actions? Commençons par les mesures de la capacité à payer les passifs courants. Et ici, on trouve un indicateur très important qui est le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement est défini comme suit. Le fonds de roulement égale
aux actifs courants moins les passifs courants. Donc le fonds de roulement mesure la capacité à répondre aux obligations à court terme avec des actifs courants. Dans notre exemple précédent, le montant, ou bien plutôt le fonds de roulement de l'entreprise pour 2014 est calculé donc comme suit. Donc on a 260 000 qui est les actifs courants dans notre budget pour l'année 2014, moins 142 000 qui sont les passifs courants dans notre budget pour l'année 2014. Et on trouve 120 000 $. Et ceci, c'est ça le fonds de roulement de l'entreprise. Donc cela montre que l'entreprise a suffisamment d'actifs courants pour répondre à ses obligations courantes. Donc, au lieu de mesurer seulement le fonds de roulement, les gestionnaires évaluent souvent la capacité à rencontrer les obligations courantes en calculant deux ratios courants. Ici, c'est le ratio de liquidité immédiate et le ratio de liquidité générale. Et donc, on va parler sur ces deux ratios plus profondément. Commençons par le ratio de liquidité générale. Le ratio de liquidité générale est une mesure de la capacité d'une entreprise à honorer ses obligations à court terme. Elle est calculée en divisant les actifs courants, ou bien les actifs à court terme, par les passifs courants, ou bien les passifs court terme. Cette ratio offre une indication de la capacité d'une entreprise à faire face à ses dettes à court terme en utilisant l'ensemble de ses actifs liquides. Un ratio supérieur à 1 suggère une capacité adéquate à répondre aux obligations à court terme. Donc, on a ici le ratio de liquidité générale de l'entreprise au 31 décembre 2014 et 2013 est calculé comme suit. Donc en 2013, c'est de 236 000 divisé par 126 000 qui est 1,85. Donc ça, c'est un bon ratio. Et en 2014, on trouve que les actifs courants, c'est à 262 000 divisé par 142 000 qui sont les passifs courants ou bien les passifs à court terme. Et on trouve c'est 1,85. Donc ces deux ratios sont bons. Donc ici, on peut interpréter ces résultats que les entreprises peuvent couvrir ces dettes à court terme par ces actifs courants. Deuxièmement, le ratio de liquidité immédiate. Le ratio de liquidité immédiate, ou Quick Ratio, mesure la capacité d'une entreprise à honorer ses obligations à court terme en utilisant ses actifs les plus liquides, généralement en excluant les stocks. Il se calcule en prenant la somme des actifs liquides comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie et en les divisant par les passifs à court terme. Un ratio de liquidité immédiate supérieur à 1 indique une meilleure capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme en excluant la vente potentielle des stocks. Donc, le ratio de liquidité immédiate ou ratio rapide indique si l'entreprise pourrait payer ses passifs courants immédiatement, c'est-à-dire pourrait-elle passer le test de liquidité immédiate. Pour calculer le ratio de liquidité immédiate, nous ajoutons la trésorerie, les investissements à court terme et les créances nettes et nous soustrayons les stocks des actifs courants puisque les stocks sont les actifs courants les moins liquides. Et donc, dans ce cas, on trouve l'équation suivante. Les ratios de liquidité égale la trésorerie plus les investissements à court terme plus les créances nettes divisé par les passifs courants. Et dans notre cas, on trouve que le ratio de liquidité
immédiate de l'entreprise pour l'année 2014 et l'année 2013 est le suivant. En 2013, c'est 32 000 qui est le trésorerie, plus les investissements à court terme, il n'y en a pas, plus 85 000 qui est les créances nettes, divisé par 126 000 qui est les passifs courants. Et on trouve 0,93. Et pour 2014, on trouve 1,01. Donc, un ratio de plus de 1 et donc signifie que c'est un bon ratio. Passons maintenant au deuxième type de mesure, c'est les mesures de la capacité à vendre l'inventaire et à recouvrir les créances. La capacité à vendre l'inventaire et à recouvrir les créances est fondamentale pour les business ou bien les affaires. Donc, dans cette section, nous discutons de 3 ratios qui mesurent la capacité de l'entreprise à vendre l'inventaire et à recouvrir les créances. Commençons par la rotation de l'inventaire. La rotation de l'inventaire mesure le nombre de fois qu'une entreprise vend son niveau moyen d'inventaire durant une année. Un taux de rotation élevé indique que l'entreprise vend son inventaire rapidement, ce qui peut être important pour les industries à obsolescence rapide. Cependant, dans d'autres industries, le risque d'obsolescence n'est pas aussi grand. Donc, on trouve que ici, la rotation de l'inventaire est égale au coût de marchandises vendues divisé par l'inventaire moyen. Ici, la rotation de l'inventaire de l'entreprise pour l'année 2014 est calculée comme suit. On a 513 000 qui est le coût de marchandises vendues divisé par maintenant l'inventaire moyen, c'est l'inventaire de 111 000 plus moins 113 000 divisé par 2 est égal à 4,6. Donc notez que l'inventaire moyen est calculé en ajoutant l'inventaire de début, c'est 111 000, et l'inventaire de fin, qui est 113 000 pour la période, puis en divisant par 2. Le taux de rotation de l'inventaire varie considérablement selon la nature de l'entreprise. En raison de l'innovation des produits, certaines industries, par exemple les industries de haute technologie, doivent renouveler leur inventaire très rapidement pour éviter l'obsolescence de l'inventaire. Cependant, dans d'autres industries, le risque d'obsolescence n'est pas aussi important. Donc, en résumé, la rotation de l'inventaire se réfère au processus de renouvellement ou de remplacement des stocks dans un environnement commercial ou industriel. Cela implique généralement la vente ou l'utilisation de produits stockés et leur remplacement par de nouveaux articles. La rotation de l'inventaire peut être mesurée pour évaluer l'efficacité de la gestion des stocks d'une entreprise. Un taux de rotation élevé indique généralement une bonne gestion, signifiant que les produits ne restent pas en stock trop longtemps, ce qui peut aider à réduire les coûts de stockage et à minimiser le risque d'obsolescence des produits. Deuxièmement, la rotation du compte client. La rotation du compte client mesure la capacité de l'entreprise à collecter des paiements des clients créditeurs. Cela signifie que plus le taux de rotation du compte client est élevé, plus la collection de trésorerie sont rapides. Un taux de rotation du compte client trop élevé peut indiquer que le crédit est trop serré, ce qui pourrait réduire les ventes. La rotation du compte client de notre entreprise, dans l'exemple pour l'année 2014, est calculée comme suit. Et donc, on a l'équation, c'est que la rotation du compte client est égale, c'est les ventes nettes accréditées divisées par les comptes clients moyens. Dans notre exemple, c'est les ventes nettes accréditées sont 858 000, qui est le chiffre d'affaires, divisé par
le compte client moyen, c'est le compte client au début de l'année, c'est 85 000, plus le compte client à la fin de l'année, 114 000, divisé par 2. Donc, on fait la soustraction des ventes nettes à crédit divisé par les comptes clients moyens, on trouve c'est 8,6. Donc, je répète encore une fois, la rotation des comptes clients est une mesure de la fréquence à laquelle une entreprise collecte les paiements de ses clients au cours d'une période donnée. Et pour calculer ce ratio, divisez le chiffre d'affaires ou bien annuel par la moyenne du compte client sur la même période. Donc, un ratio plus élevé indique une meilleure gestion du compte client, montrant que l'entreprise convertit ses ventes en encaisse plus rapidement. Cela peut être un indicateur de la qualité de la gestion des crédits et de la perception des paiements. Troisièmement, les jours de vente dans les comptes clients. Le ratio du jour de vente dans les comptes clients mesure également la capacité à recouvrir les créances. Pour calculer ce ratio, nous suivons un processus en 2 étapes. La première étape, diviser les ventes nettes par 365 pour obtenir une moyenne de vente par jour. Et deuxièmement, diviser ensuite les comptes clients moyens par les ventes moyennes quotidiennes, qui est déjà trouvé dans l'étape 1. Ce processus à 2 étapes est utilisé aussi dans les données de 2014 de l'entreprise de notre exemple. On a déjà les ventes journalières dans les comptes clients moyens. On a les ventes d'un jour est égal, c'est les ventes nettes divisées par 365 jours. Ça, c'est la vente d'un jour. Deuxièmement, la vente journalière en moyenne est égale au compte client net moyen divisé par la vente d'un jour. Donc, dans notre exemple, la vente d'un jour, c'est pour calculer la vente d'un jour, c'est 858 000 qui est le chiffre d'affaires divisé par 365 jours. Donc, chaque jour, on réalise en moyenne de 2351 $. Et pour calculer la vente journalière en moyenne, c'est 85 000 plus 114 000 divisé par 2 et cela divisé par la vente d'un jour qui est égal à 42 jours. Et donc, le ratio de l'entreprise nous indique que 42 jours de vente moyenne restent dans les comptes clients et doivent être collectés. Supposons qu'en beaucoup d'entreprises que notre entreprise accorde à ses clients 30 jours pour payer. Le ratio de l'entreprise montre qu'en moyenne, les clients prennent plus de temps, c'est-à-dire environ 45 jours pour payer. Cela pourrait être le résultat de conditions économiques générales comme une récession ou la clientèle particulière de notre entreprise. Donc, dans les deux cas, l'entreprise pourrait avoir besoin d'intensifier ses efforts pour recouvrir les créances plus rapidement s'il attend à être payé dans les 30 jours suivant la vente. Troisièmement, les mesures de la capacité à payer la dette à long terme. La capacité à payer la dette à long terme aide à comprendre les dettes courantes et à long terme d'une entreprise. Cela nous aide à évaluer la capacité à vendre l'inventaire, à recouvrir les créances et à payer les passifs courants. Le ratio le plus discuté pour évaluer la capacité à payer les dettes à long terme est le ratio de dette et le ratio de couverture des intérêts. Commençons par le ratio de dette.
Un officier de prêt dans une banque évalue les demandes de prêt de deux entreprises. Les deux entreprises ont demandé à emprunter 500 000 $, mais ont des antécédents de prêts différents sur une période de 5 ans. La première entreprise a déjà emprunté 600 000 $ à une autre banque. La deuxième entreprise emprunte seulement 100 000 $. Les autres choses étant égales. Dans la deuxième entreprise, celle qui emprunte moins est moins risquée que la première. Donc le rapport entre la dette totale et les actifs totaux, appelé ratio de dette, montre la proportion des actifs financiers par la dette. Quand le ratio de dette est de 1, la moitié des actifs sont financés par la dette et l'autre moitié avec les fonds propres. Plus le ratio de dette est élevé, plus le niveau de risque financier de l'entreprise est élevé. Les ratios de dette de notre entreprise, c'est-à-dire l'exemple dans notre cours à la fin de 2014 et 2013, sont les suivants. On a le ratio de dette est égal les passifs totaux divisé par les actifs totaux. Donc le ratio de dette en 2014, c'est 431 000, ce sont les passifs totaux, divisé par 787 000, qui est les actifs totaux, c'est 0,55. Et aussi, on trouve pour l'année 2013, c'est 324 000, ce sont les passifs totaux, divisé par les actifs totaux qui sont 644 000. Et c'est égal à 0,5, qui est moins d'un 1. Maintenant, on passe aux mesures de rentabilité. Le but fondamental de l'entreprise est de gagner un profit. Les ratios qui mesurent la rentabilité sont souvent rapportés dans la presse économique. Nous examinons 4 mesures de rentabilité. Commençons par la première mesure, c'est le taux de rendement sur les ventes nettes. Le taux de rendement sur ventes nettes au taux de marge bénéficiaire nette est une mesure de la rentabilité de l'entreprise. Il se calcule en divisant le bénéfice net par les ventes nettes, puis en multipliant le résultat par 100 pour exprimer le résultat en pourcentage. Donc, le taux de rendement sur la vente nette égale bénéfice net divisé par la vente nette. Et ça, on peut les multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Donc, ce ratio offre un aperçu de la proportion des ventes nettes qui se traduit par un bénéfice net. Un taux plus élevé indique une meilleure rentabilité par rapport aux ventes réalisées. Donc, il est souvent utilisé pour évaluer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité d'une entreprise. Un autre taux est le taux de rendement sur les actifs au total. Le taux de rendement sur les actifs au total mesure la rentabilité d'une entreprise par rapport à ses actifs totaux. Il se calcule en divisant le bénéfice net par la moyenne des actifs totaux sur une période donnée, puis en multipliant le résultat par 100 pour exprimer le résultat en pourcentage. Donc, le taux de rendement sur les actifs est égal au bénéfice net divisé par les actifs totaux moyens. Qu'est-ce que ça veut dire les actifs totaux moyens? C'est les actifs totaux au début de la période plus les actifs totaux à la fin de la période divisé par 2. Et donc, ce ratio donne une indication de la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices en fonction de ses actifs. Donc, un taux de rendement sur les actifs total plus élevé suggère une meilleure utilisation des actifs pour générer des profits.
elle est utilisée pour évaluer l'efficacité de la gestion des actifs et la rentabilité globale d'une entreprise. Troisième type de taux, c'est le taux de rendement sur les actifs propres. Cette mesure illustre la corrélation entre le revenu net, c'est-à-dire le chiffre, le résultat net, et les capitaux propres des actionnaires ordinaires, indiquant le revenu généré pour chaque dollar investi sur les actionnaires ordinaires. Pour calculer ce ratio, on soustrait les dividendes préférentiels du revenu net pour obtenir le revenu disponible pour les actionnaires ordinaires. Ensuite, on divise ce revenu net par les capitaux propres moyens des actionnaires ordinaires pendant l'année. Les capitaux propres ordinaires sont égaux aux capitaux propres totaux moins les capitaux préférentiels. Le taux de rentabilité des capitaux propres ordinaires dans notre exemple pour l'année 2014 est le suivant. Donc, on a 48 000 moins 0, c'est-à-dire le revenu net moins les dividendes préférentiels. On n'a pas de dividendes préférentiels. Ça, divisé sur les capitaux propres ordinaires moyens. C'est quoi les capitaux ordinaires moyens? C'est 320 000 au début de la période, plus 356 000 à la fin de la période, divisé par 2. Et on trouve un pourcentage de 14,2. Donc la rentabilité des capitaux propres 14,2 est supérieure à celle de son retour sur actif qui est 9,5%. Cette différence est due à l'emprunt d'argent à un taux, par exemple 8%, et à l'investissement de cet argent pour gagner un taux plus élevé comme le retour sur capitaux propres de 14,2% de la firme. Cette pratique est connue sous le nom d'utilisation de l'effet de levier. Elle est directement liée au taux d'endettement. Plus le taux de dette est élevé, plus le retour sur les capitaux propres est potentiellement important. Pendant les bonnes périodes, l'effet de levier augmente la rentabilité. Cependant, l'effet de levier peut avoir un impact négatif sur la rentabilité pendant les périodes difficiles car il augmente les profits pendant les bons moments, mais amplifie les pertes pendant les mauvais. Il est donc important de comparer la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise avec celle d'autres sociétés leaders dans la même industrie. D'autres mesures, c'est le bénéfice par action. Le bénéfice par action est l'une des statistiques financières les plus fréquemment citées. Le bénéfice par action est le seul ratio qui doit apparaître sur la première page du rapport financier. Il représente le montant de bénéfice net attribué à chaque action ordinaire en circulation de la société. Rappelez-vous la formule suivante. Actions en circulation, c'est les actions émises moins les actions propres. Le bénéfice par action est calculé en divisant le revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires par le nombre d'actions ordinaires en circulation pendant l'année. Les dividendes préférentiels sont soustraits du revenu net parce que les actionnaires préférentiels ont un droit de réclamation prioritaire. Supposons maintenant que l'entreprise n'a pas d'actions préférentielles en circulation et pas de dividendes préférentiels. Supposons également que l'entreprise avait 10 000 actions ordinaires en circulation tout au long de 2013 et 2014. Avec ces informations, nous calculons le bénéfice par action de la société comme suit. Le bénéfice par action, on a le bénéfice par action est égal au revenu net moins les dividendes préférentiels, tout ça divisé sur le nombre d'actions ordinaires en circulation. Donc, on a le revenu net, toujours c'est 48 000, moins les dividendes préférentiels, c'est 0, divisé par le nombre d'actions en circulation qui est donné ici à 10 000.
on trouve donc c'est 4,8 $. Donc, le bénéfice par action a considérablement augmenté. La plupart des entreprises s'efforcent d'augmenter le bénéfice par action chaque année, mais les conditions économiques générales telles qu'une récession peuvent empêcher les entreprises de le faire. Le cinquième type des ratios financiers est l'analyse des investissements en actions. L'analyse des investissements en actions est essentielle pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un retour sur leur investissement. Ce retour se compose en deux parties. La première partie, c'est les gains ou les pertes résultant de la vente de l'action à un prix supérieur ou inférieur au prix d'achat. Et deuxième partie, c'est les dividendes. Les ratios examinés dans cet élément, bien cette section, aident les analystes à évaluer les investissements en actions. Commençons par le premier ratio et le ratio prix-bénéfice. Le ratio prix-bénéfice est le rapport entre le prix du marché d'une action ordinaire et le bénéfice par action de l'entreprise. Il indique le prix du marché pour $1 de bénéfice. Maintenant, disons que le prix du marché de l'action ordinaire de l'entreprise était de $60 à la fin de 2014 et $35 à la fin de 2013. Donc, le ratio prix-bénéfice de l'entreprise est calculé comme suit. On a $60 qui est le prix du marché par action ordinaire divisé par 4,80 qui est le bénéfice par action. Donc on trouve 2,5. On suit donc la même formule pour 2013, c'est 35 dollars qui est le prix du marché par action ordinaire divisé par 2,6 qui est le bénéfice par action. On trouve donc 13,5. Donc le ratio de l'entreprise, ici le ratio prix-bénéfice de 2,5 signifie que les actions de l'entreprise se vendent à 12,5 fois. Et 13,5 aussi signifie que les actions de l'entreprise se vendent à 13,5 fois. Deuxième élément à considérer dans l'analyse des investissements en actions, c'est le rendement des dividendes. Le rendement des dividendes représente le rapport entre le dividende par action et le prix de marché de l'action. Ce ratio se mesure le pourcentage de la valeur de marché d'une action qui est retournée annuellement sous forme de dividendes. Les actionnaires préférentiels qui investissent principalement pour recevoir des dividendes portent une attention particulière au rendement du dividende. Dans notre exemple, supposons que l'entreprise a versé des dividendes en espèces annuelles de 1,2 $ par action ordinaire en 2014 et $1 en 2013. Et les prix de marché de l'action ordinaire de l'entreprise étaient de 60 $ en 2014 et 35 $ en 2013. Le rendement de dividendes sur l'action ordinaire de la société donc est la suivante. Donc en 2013, c'est 1,2, c'est le dividende par action ordinaire, divisé par le prix de marché par action ordinaire, qui est 60 $. Donc 1,2 divisé par 60 est égal à 2%. Et en 2013, donc c'est 1 $ qui est la dividende par action ordinaire, et 35 $, c'est le prix de marché de l'action. On trouve c'est 2,9%. Donc un investisseur qui achète une action ordinaire de l'entreprise pour 60 $
peut s'attendre à recevoir 2% de l'investissement annuellement sous forme de dividendes en espèces. Et aussi en 2013, on peut dire un investisseur qui achète une action ordinaire de 35 dollars peut s'attendre à recevoir 2,9% de l'investissement annuellement sous forme de dividendes en espèces. Alors maintenant, nous avons terminé avec l'ensemble des méthodes d'analyse des états financiers, mais lors de l'analyse de ces états financiers, on doit prendre en considération quelques signaux d'alerte dans l'analyse de ces états financiers. Donc les analystes recherchent des signaux d'alerte qui peuvent indiquer des problèmes financiers. Donc les conditions suivantes peuvent révéler que l'entreprise est à risque. Premièrement, le mouvement des ventes, des inventaires et des créances. Les ventes, créances et inventaires doivent se déplacer ensemble. Une augmentation des ventes devrait entraîner une augmentation des créances et nécessiter plus d'inventaire pour répondre à la demande. Des écarts importants entre les ventes, les inventaires et les créances peuvent rendre les états financiers suspects. Deuxièmement, les problèmes de bénéfices. Les bénéfices ou bien le bénéfice net a-t-il diminué de manière significative pendant plusieurs années consécutives? Est-ce que le bénéfice s'est transformé en perte? La plupart des entreprises ne peuvent pas survivre à des pertes consécutives. Troisième élément, c'est la diminution de la trésorerie. La trésorerie valide le bénéfice net. Est-ce que la trésorerie d'exploitation est constamment inférieure au bénéfice net? Si c'est le cas, l'entreprise peut être en difficulté. Les ventes d'actifs représentent-elles une source majeure de trésorerie? Si oui, l'entreprise peut faire face à une pénurie de trésorerie. Quatrième élément aussi à considérer, c'est s'il y a trop de dettes. Comment le ratio de dette de l'entreprise se compare-t-il à celui des principaux concurrents? Si le ratio de dette est trop élevé, l'entreprise peut être incapable de rembourser ses dettes. Aussi, d'autres points à considérer, c'est l'incapacité à recouvrir les créances. Ici, le délai de recouvrement des ventes est-il en croissance par rapport à celui des concurrents? Une pénurie de trésorerie peut se profiler. Et aussi un autre élément, le dernier élément, c'est l'accumulation d'inventaire. Le roulement de l'inventaire, ou bien est-ce qu'il est trop long? Si c'est le cas, l'entreprise peut être incapable de vendre ses biens ou pourrait surestimer son inventaire. Et c'est la fin de ce cours et comme d'habitude, avant de terminer le cours, on fait quelques notions de rappel sur ce qu'on a déjà vu pendant ce cours-là. Tout d'abord, quelles sont les méthodes généralement utilisées pour évaluer la performance d'une entreprise? On a trois méthodes, l'analyse horizontale et l'analyse verticale et l'analyse des ratios. L'analyse horizontale implique la comparaison des données financières d'une entreprise sur plusieurs périodes, souvent sur plusieurs exercices financiers. Cela permet de détecter les tendances et les variations au fil du temps en mettant en évidence les augmentations ou diminutions significatives dans les postes ou bien les éléments tels que les ventes, les coûts, les actifs, etc. Et on a l'analyse verticale, quant à elle, examine la structure des états financiers en pourcentage des ventes ou des actifs au total.
Elle aide à évaluer la répartition relative des différents postes et éléments dans le contexte global des finances de l'entreprise. Par exemple, quel pourcentage de vente est attribué au coût du bien vendu, ou quel pourcentage des actifs au total représente la trésorerie. On a l'autre type d'analyse, c'est l'analyse des ratios. L'analyse des ratios utilise divers ratios financiers pour évaluer la performance globale d'une entreprise et la situation financière la santé financière de l'entreprise. Cela inclut des ratios de liquidité, de rentabilité, d'efficacité opérationnelle, de traitement, entre autres. Ces ratios fournissent des indicateurs clés qui aident à comprendre la santé financière de l'entreprise, sa rentabilité, son efficacité, etc. Ces analyses sont cruciales pour les investisseurs, les gestionnaires et d'autres parties prenantes afin de prendre décisions éclairées. Deuxième question, c'est comment l'analyse horizontale est-elle effectuée? Tout d'abord, c'est calculer le montant en dollars du changement de la période intérieure à la période ultérieure et diviser, deuxième étape, c'est diviser le montant en dollars du changement par le montant de la période intérieure. Nous appelons la période intérieure et la période de base. D'autres questions. En quoi l'analyse de tendance diffère-t-elle de l'analyse horizontale? L'analyse horizontale effectuée sur une période plus longue, généralement 3 à 10 ans, est généralement appelée l'analyse des tendances. Lors de la réalisation d'une analyse de tendance, une année de base est choisie et fixée à 100%. Toutes les années suivant l'année de base sont calculées comme un pourcentage de l'année de base. D'autres questions. Quel poste de compte de résultat est utilisé comme base, c'est-à-dire 100% pour l'analyse verticale? C'est les ventes nettes sont généralement utilisées comme base à 100% pour l'analyse verticale du compte de résultat. Quand je dis les ventes nettes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. D'autres questions, quel poste ou bien quel élément du bilan est utilisé comme montant de base pour l'analyse verticale? Le total des actifs est généralement utilisé comme base à 100% pour l'analyse verticale du bilan. Donc pour le compte de résultat, c'est le chiffre d'affaires ou bien les ventes. Et pour le bilan, c'est l'ensemble ou bien c'est l'actif, le total des actifs. Alors, l'analyse verticale en pourcentage pour le bilan est égale, c'est chaque élément du bilan, ou bien chaque poste dans le bilan, divisé par le total des actifs. D'autres questions, c'est comment puis-je comparer deux entreprises en taille différente? Les états de revenus et les bilans, quand je dis c'est le compte de résultat et les bilans de taille commune sont généralement utilisés pour comparer des entreprises de taille différente. Les états financiers de taille commune présenteront côte à côte des pourcentages d'analyse verticale de différentes entreprises. C'est-à-dire on utilise seulement le pourcentage pour comparer deux entreprises de différentes tailles. Maintenant, quelles sont les mesures de la capacité à payer les passifs de l'entreprise ou bien les passifs courants? On trouve ici généralement deux types de ratios. C'est le ratio de liquidité générale et le ratio de liquidité immédiate. Pour le ratio de liquidité générale, généralement la règle c'est les actifs courants divisés par les passifs courants. Et cette information, elle aide à mesurer la capacité à payer les passifs courants avec les actifs courants. Deuxième ratio, c'est le ratio de liquidité immédiate. C'est la trésorerie plus les investissements à court terme plus les créances nettes, tout cela divisé par les passifs courants.
Donc, l'objectif de ce ratio est de montrer la capacité à payer tous les passifs courants s'ils deviennent exigibles immédiatement. D'autres types d'analyse ou bien de ratios financiers, c'est les mesures de la capacité à vendre des stocks et à recouvrir les créances. Donc, dans ce cas-là, on a généralement trois types de ratios ou bien trois types de mesures. On a les rotations des stocks, il est calculé comme le coût des marchandises vendues divisé par le stock moyen. Et donc, l'objectif de cela, c'est d'indiquer la facilité de vente des stocks, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une entreprise vend son niveau moyen de stock durant une année. La deuxième mesure, c'est la rotation des comptes clients. Dans cette mesure-là est calculée par la vente nette à crédit divisée par les créances moyennes. Et donc cette mesure, l'objectif de mesurer la capacité à collecter l'argent des clients. Troisième mesure, c'est le jour de vente en créance. Et cela calculé par la créance moyenne nette divisé par la vente moyenne par jour. Et cela montre combien de jours les ventes restent en créance. D'autres types de mesures, c'est les mesures de la capacité à payer la dette à long terme. Dans ce cas-là, on a généralement deux mesures. C'est la ratio de dette et la ratio de couverture des intérêts. La ratio de dette est calculée comme suit. Donc, les passifs totaux divisés par les actifs totaux. Et cela indique le pourcentage des actifs financiers par la dette. Et pour la ratio de couverture des intérêts, elle est calculée par le résultat d'exploitation divisé par les charges d'intérêt. Et cela mesure le nombre de fois que le résultat d'exploitation peut couvrir les charges d'intérêt. Et pour les mesures de rentabilité ou bien de la profitabilité, on trouve trois mesures. Le taux de rendement sur le vente net, le taux de rendement sur les actifs totaux et les bénéfices par action. Pour le taux de rendement sur les ventes nettes, c'est calculé par le bénéfice net divisé par la vente nette. Et cela fournit ou bien montre le pourcentage de chaque dollar de vente réalisé comme bénéfice net. Pour le taux de rendement des actifs totaux, il est calculé l'ensemble ou bien la somme du bénéfice net plus les charges d'intérêt divisé par les actifs totaux moyens. Et cela aussi, c'est la mesure de rentabilité d'une entreprise en utilisant ses actifs. Pour le bénéfice par action, c'est les bénéfices nets moins les dividendes préférés divisé par le nombre d'actions. Et cela donne le montant du bénéfice net attribué à chaque action ordinaire en circulation. Et dernièrement, on a vu aussi comment analyser l'investissement en actions. Et cela, on a utilisé deux types de mesures. La première mesure, c'est le ratio prix-bénéfice et la deuxième, c'est rendement par dividende. Pour le ratio prix-bénéfice, il est calculé prix du marché par action ordinaire divisé par les bénéfices par action. Et cela indique le prix de marché d'$1 de bénéfice. C'est ça. Et pour le rendement par dividende, il est calculé par le dividende annuel par action ordinaire divisé par le prix de marché par action ordinaire. Et cela aussi montre
le pourcentage de la valeur du marché d'une action retournée sous forme de dividende aux actionnaires. Et c'est ça la fin de notre cours. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite du bon courage et bonne soirée. Merci à vous.